L'Infini Détail, le podcast en deux spies. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la première saison de la série Fringe, sortie en 2008, si je ne m'abuse, sur l'une des chaînes du réseau Fox, et, précision importante, qui a été créée et produite par J.J. Abrams, donc le créateur, entre autres choses, de la série Lost. Vous allez me dire, 2008, ça remonte. Pourquoi est-ce qu'on vous parle de ça ? Eh bien, parce que mon cher collègue, Guillaume, ici présent, se fait de temps en temps des petits rattrapages séries, et donc j'en ai profité pour lui faire découvrir cette série que j'affectionne beaucoup. Moi, Fringe, c'est une série que j'ai découverte en fait quand elle est sortie en 2008 ou l'année qui a suivi. C'est une série qui compte 5 saisons, on ne va parler ici que de la première. Peux-tu me dire, Guillaume, ce que tu penses de cette série ? Déjà, je pense que t'es gentil, parce que se fait des petits rattrapages, c'est un euphémisme pour illustrer que je suis totalement ignare en série. Et je m'y suis mis en fait en 2014-2015 avec Six Feet Under, qu'on m'a à juste titre beaucoup conseillé. Six Feet Under est produite par HBO, donc qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis allé voir d'autres productions HBO, et là je les ai enchaînées. Donc il y a eu Game of Thrones, il y a eu Sur Écoute, il y a eu La Caravane de l'étrange, plus récemment Vinyl et Tchernobyl. Donc ça façonné. Incidemment, voilà, c'est ça le mot. Ça a façonné ma façon d'appréhender les séries. Voilà, j'aime beaucoup ce qu'ils produisent. Et donc, 2008, l'année où est sorti Fringe, moi c'est une époque où je ne regardais pas de séries, et vraiment pas du tout. J'avais vaguement ouï dire de ce qui sortait, mais je n'en regardais pas. Je ne sais pas ce qu'est le langage télévisuel, je ne savais pas ce que c'était que de se plonger dans une même histoire pendant des heures et des heures sur plusieurs saisons. Tu n'avais pas vu Lost, par exemple ? Non, j'ai vu la première saison, encore parce qu'on m'a beaucoup forcé. Et c'était Non mais c'est vrai, et c'était l'époque où je travaillais dans un vidéoclub, donc c'est-à-dire que c'était en milieu des années 2000. Pour télécharger les films, c'était encore la croix et la bannière. Ah mais je le faisais moi. Ouais, voilà, mais je bossais dans un vidéoclub, j'avais tout sous la main, si tu veux. J'avais qu'à ramener les DVD chez moi, j'avais le truc en parfaite qualité, en VO, donc j'avais pas cette galère d'aller attendre ou d'aller choper des sites de streaming. Et malgré ça, je regardais pas de séries, c'est pour te dire à quel point j'étais déconnecté, je n'allais voir que des films. Mais quel snob. Oui. Non, en plus. Non, parce que la réalité, c'est qu'il passait son temps à regarder Doberman sur la télé. J'adore Doberman de Yann Kounen, et ton mépris souverain pour ce grand film punk me rappelle qu'il faudra faire un podcast là-dessus. Voilà. Ouais. On va se taper tous les bonus pour apprendre plein de belles choses. Bon, en tout cas, c'est très intéressant ce que tu dis sur la comparaison que tu fais avec HBO. Moi aussi, j'ai vu quasiment toute la série. J'ai eu cette phase quand j'étais au lycée où je ne jurais que par HBO. J'ai vu Oz 3 fois, je crois. J'ai vu The Wire 2 fois, etc. Franchement... c'est les meilleurs, il n'y a pas à dire. Et c'est intéressant parce que on s'est souvent questionné sur le rapport d'HBO à la fois à la télé et au cinéma en fait. Leur fameux slogan c'est It's HBO, it's not TV, ou un truc comme ça. C'est HBO et c'est pas de la télé. C'est forcément quand même un peu de la télé, mais c'est vrai que c'est moins de la télé que Fringe. Et ce qu'on veut dire par là, enfin ce qui toi t'as peut-être un petit peu déçu en voyant Fringe, c'est qu'en termes de mise en scène de photos, ça peut laisser un peu à désirer quoi. Alors pas spécialement la photo, je trouve pas que ce soit... il faut expliquer la grande différence entre le contenu et le contenant. Je trouve pas que le contenu de Fringe soit raté. Les effets spéciaux ont bientôt 15 ans, ils sont très loin d'être honteux, vraiment. C'est propre en général. Ouais, ça se tient vraiment. La lumière est sinon magnifique, au moins soignée, vraiment, j'ai pas trouvé ça disgracieux du tout. Très bon casting, les décors sont le plus souvent très convaincants, c'est du très beau travail. Ça c'est le contenu. Le contenant, c'est la mise en scène, c'est le cadrage, vraiment. Et là, j'ai l'impression de voir ce que fait en fait J.J. Abrams cinéaste, c'est-à-dire du fonctionnel. Il n'y a jamais de moment de grâce où la mise en scène va décoller, il n'y a jamais de moment de suspension, etc. C'est souvent ces films en 3 axes dans les bureaux, il faut être efficace, aller vite, il y a parfois... sans que ce soit épileptique, il y a parfois 2 fois trop de plans pour montrer des actions très simples, juste pour que le spectateur soit tenu en éveil en entendant les pubs, et ça se sent. Voilà, c'est une forme de télé qui est un peu désuète aujourd'hui. Après, là où j'ai un intérêt aussi, j'ai envie de te dire, archiviste, archéologique, à découvrir ça, c'est que les séries HBO, en fait, ont pour elles d'avoir une ligne claire et de la tenir. Game of Thrones et de la dark fantasy, sur écoute, et du thriller réaliste, si j'ose dire. Et c'est tenu jusqu'au bout. Fringe, c'est un vrai pot pourri. C'est du fantastique avec un grand F où on a invité tous les scénaristes à mettre tout ce qui kiffait dedans. Donc vous allez avoir expérimentation scientifique, vous allez avoir de l'ésotérisme, parfois des monstres bien baveux. Alors c'est pas du fantastique. Hein.
proprement parler. C'est à cause des fringe sciences, des pseudosciences. Donc effectivement, on est sur clonage, expérience, etc. Mais rien ne se veut surnaturel. On parle quand même de téléportation. Oui, mais on a toujours une explication scientifique, c'est le principe de Fringe. Voilà, mais ils font quand même passer ça au chausse-pied, et c'est une manière d'ouvrir la porte à 12 000 idées, parce que c'est une possibilité éventuelle qui n'a pas encore été concrétisée. Ah oui, ça foisonne. Voilà, c'est ça que j'essaie d'expliquer, donc le mot fantastique est peut-être un peu abusé là-dessus, tu as raison. Mais n'empêche que, donc on peut prendre la série soit sur le long terme, avec un fil rouge qui tient tous les épisodes, en tout cas dans cette saison 1 qui est le complotisme, il y a un complot à grande échelle qui se dessine par petites touches, ou alors on peut aller piocher dedans et la prendre comme un feuilleton, parce que ça en est un. Il y a toujours une mort suspecte au début d'un épisode, et l'équipe va être chargée d'élucider cette mort. Voilà, et ils ont 50 minutes, parce que les épisodes font à peu près 50 minutes, pour découvrir ce qui s'est passé. Donc il y a vraiment à boire et à manger, et en fait, moi j'ai l'autre troisième point qui fait que c'est intéressant pour moi de voir ça avec du recul, c'est que J.J. Abrams, moi je le connais qu'en tant que cinéaste, et j'avais tendance à dire déjà il y a quelques années que c'était pas un cinéaste, c'est un micro-ondes en fait ce mec pour moi, parce qu'il fait non mais il fait que réchauffer en fait pour moi des franchises. Star Trek c'est vieux, c'est une série qui vieillit de 60 ans, Mission Impossible c'est pareil, Star Wars c'est pareil, et quand il fait un film original, c'est Super 8, un hommage à Spielberg, produit par Spielberg. Donc niveau créativité, j'étais là, super, t'as une mise en scène qui est certes dynamique, mais qui est pas très belle, au service du récit qui brasse un peu de vent. Donc c'est des films souvent sympathiques, c'est d'assez belle facture, en termes de décor j'entends, c'est souvent très bien joué chez lui. Mais voilà, je trouve ça assez, en termes de langage filmique, je trouve ça très pauvre. Et je retrouve cette tare en fait dans Fringe, quand bien même il ne l'a pas réalisé. C'est fonctionnel, il faut que ce soit efficace, il faut que ça avance, il n'y a pas de moment en suspension. Donc il faut que je fasse abstraction de ça, profiter du reste, qui par contre est très satisfaisant. Parce que J.J. Abrams, il faut savoir, c'est un mec, à ce qui paraît, qui a dans son bureau une boîte qu'il a jamais ouverte, parce qu'il veut pas casser le mystère. Il a ça chez lui. Donc en fait, c'est pas étonnant venant de lui que l'intrigue de Mission Impossible 3, ce soit sur un truc qui s'appelle une patte de lapin. On saura jamais si c'est une arme nucléaire, un truc informatique ou je sais pas quoi. Et les personnages passent 2 heures à courir après. C'est un MacGuffin, on sait pas ce que c'est. Et il y a un peu de ça dans Fringe. On a l'impression, en tout cas dans cette saison, que les personnages courent après un truc dont les créateurs savent pas encore ce que c'est. Mais le côté feuilleton et le foisonnement et le fait que ça s'étende sur des heures et des heures rend la chose beaucoup plus sympathique et beaucoup plus intrigante que sur un long métrage de cinéma. Donc là, ça m'a attrapé. Je pense que du coup, j'irai tout à fait au bout des 5 saisons. Oui, parce qu'il faut le préciser, je sais plus si j'ai dit qu'il y avait 5 saisons. Les 4 premières sont sur ce format feuilleton, en fait. Et la dernière qui est plus courte, parce que Fringe c'est une série qui a été produite, l'histoire de sa production a été un peu compliquée. La dernière est plus courte et elle perd ce format feuilleton, donc on est vraiment sur l'intrigue principale exclusivement en fait. Alors moi en la revoyant cette série, en tout cas cette saison avec plus de 10 ans d'écart, même 14 ans plus tard, je me rends bien compte qu'elle a assez tard en fait, tout ce que tu as évoqué, la mise en scène n'est pas dingue. Alors tu as dit que t'aimais la photo, moi je trouve qu'elle est un petit peu blanchâtre, c'est un peu cru, c'est un peu... Ah, dans les flashbacks même en général, en même temps il faut dire que ça se déroule dans des locaux, enfin des bureaux du FBI et dans un laboratoire dans les sous-sols de Harvard. Bon, en termes de décor, puis ça se déroule à Boston en fait, c'est dans le Massachusetts. Ouais, c'est un peu gris, mais c'est un peu gris, du coup, comme le serait un film de Nolan, quoi, tu vois. Enfin, c'est un film de bureau et de parking, enfin, une série, pardon. Mais je trouve que ça a mieux vieilli qu'une photo pseudo-Tony Scott, façon Les Experts, par exemple, tu vois, qui te font une carte postale de Miami. Oui, c'est vrai. C'est devenu beaucoup plus ringard après 20 ans, alors que ça, je trouve que ça se tient beaucoup mieux. Moi, j'apprécie énormément le fait que ça se déroule sur la côte est à Boston. C'est trop rare, je trouve. Et je sais pas, j'aime beaucoup la Nouvelle-Angleterre. Enfin, il y a quelque chose. Et puis, ce vieux labo, moi, je kiffe les décors dans Fringe. C'est assez chouette. Mais je me rends bien compte que c'est pas ça qui fait l'intérêt de la série. Ensuite, côté scénario, alors... Clairement, ce qui fait l'intérêt de Fringe, ce qui fait que c'est une super série que j'affectionne beaucoup, c'est qu'elle a une trame que je trouve hyper intéressante, mais qui se développe surtout dans les saisons 2 et 3, en fait. Donc forcément, la première saison, c'est un peu ingrat, quoi, et ça, je t'avais prévenu dès le départ, je t'avais dit, d'ailleurs, moi, j'avais commencé, il me semble, en voyant la saison 2, je crois que j'avais eu un peu de mal avec la saison 1 au départ. Il y a trop ce côté feuilleton, c'est vrai que... L'intrigue principale avance pas assez vite, néanmoins, j'y retrouve ce que j'aime vraiment de cette série, c'est-à-dire... Alors d'abord un casting que je trouve assez dingue, je vais le présenter rapidement parce qu'en fait il y a très peu d'acteurs principaux dans Fringe. On a un trio, alors je sais pas si je l'ai dit, Fringe c'est une série à la X-Files. On a le personnage principal qui est un agent du FBI qui est joué par Anna Torv, elle est malheureusement pas très connue, moi je la trouve super cette actrice et je serais ravie de la retrouver dans la série adaptée du jeu vidéo The Last of Us, produite par HBO il me semble.
On n'en sort pas. Voilà. Donc j'ai très hâte de la retrouver là-dedans. Ah non, elle est dans Mindhunter. C'est elle qui tient le rôle féminin principal dans Mindhunter, la série de David Fincher, qui est génialissime sur Netflix. Donc Anna Torv, qui joue cet agent du FBI. On a donc dans le trio de tête John Noble, qui va jouer Walter Bishop, le scientifique fou, littéralement fou. Au début de la série, on nous le sort d'un asile psychiatrique où il est interné depuis 17 ans. C'est un type qui, en fait, dans les années 60-70, réalisait des expériences avec le gouvernement. Donc là, on est bien sûr sur le thème MK-Ultra, Projet Monarch, toutes les fameuses expériences de la CIA. C'est hyper intéressant. Et donc John Noble, acteur très connu, surtout pour sa prestation géniale de l'intendant du Gondor dans Le Seigneur des Anneaux. Moi, c'est un type que je trouve extraordinairement émouvant. C'est un super acteur qui a pas du tout une carrière à la hauteur de son talent. Il a l'art de jouer les papas perturbés. Oui, il y a un caméo dans The Boys. Ouais, il joue le père du personnage de Karl Urban, donc un de ses comparses du Seigneur des Anneaux, justement. On le voit 2 minutes, mais... Il est aussi très déstabilisé et déstabilisant, mais il est fantastique, là aussi. Et enfin, dernier membre de ce trio, alors j'avais un peu... La première fois que j'ai vu Fringe, je me suis dit, est-ce que ça va passer ? L'acteur, c'est Joshua Jackson, qui jouait dans Dawson. Moi, je déteste cette série, je vais le dire honnêtement. Et non, je suis tombée amoureuse de lui dans Fringe, je le trouve génial. Alors, il a un rôle très ingrat dans la première saison, donc il joue le fils du scientifique fou. C'est un espèce de baroudeur, un type qui a falsifié ses diplômes. Au début, il est en train d'essayer de bosser, de passer des contrats en Iran ou en Afghanistan, je sais plus, ou en Irak. Il a un rôle un peu de support dans la première saison, très clairement. C'est le type qui vient de détendre l'atmosphère, faire des blagues. Je rassure tous les auditeurs. Sa présence, son rôle s'épaissit, son personnage s'épaissit dès la saison 2 et c'est même peut-être le personnage principal de la série dans le fond. Et puis, très rapidement, on a quelques acteurs qui viennent principalement de chez HBO dans cette série, en support en fait, en personnage secondaire. On a Lance Reddy, qui me semble que c'est son nom. On a Kirk Cassidy, qui jouait dans Oz, qui joue dans Band of Brothers, et Jared Harris, que tout le monde s'arrache maintenant. Donc, série qui, c'est pas anodin du tout, qui a un casting de sérieux, quoi. Qui peut ressembler parfois à des épisodes ça peut ressembler à des épisodes de NCIS, ce genre de choses, mais à côté, t'as un casting, moi je trouve qu'il est un casting 5 étoiles. Et des relations entre ces personnages qui sont hyper intéressantes. Franchement, c'est ce qui fait le sel de la série. Et ça, je le retrouve dès la première saison, même si ça devient nettement plus intéressant dans la deuxième. Ouais, vraiment, c'est à découvrir, même si, et surtout si comme moi, vous avez vraiment cette absence de culture série. C'est une belle curiosité, il faut aller au-delà de son étiquette de sous X-Files, parce que c'est un peu l'image que ça se traîne. Ça vaut clairement mieux que ça, en tout cas, sur cette première saison. Moi, je suis très intrigué. Bah écoute, vraiment, j'en suis ravie. Je la conseille, cette série, à tout le monde. Je la conseille notamment à tous les fans de Stranger Things, qui le sont parce qu'ils apprécient... En fait, ces deux séries abordent totalement les mêmes thèmes. On est vraiment sur les fringe sciences, sur les expériences de la CIA, les Russes, les machins. C'est beaucoup moins chiadé que Stranger Things, mais c'est à mon avis nettement plus intéressant d'un point de vue narratif. Donc je vous la conseille et j'espère que tu verras la suite. Et j'y compte bien. Si vous, chers auditeurs, voyez cette série ou la suite, dites-nous ce que vous en pensez aux commentaires. On vous remercie pour votre écoute et on vous dit à bientôt.